Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là ce matin pour méditer ensemble au fil des jours, donc la méditation au fil des jours, hein. C'est le petit nom de cette matinée méditative, idée de pouvoir placer la pratique méditative donc dans le cours de nos activités, vu qu'après vous allez toutes et tous, oui, toutes et tous, parce que maintenant il y a un garçon qui nous a rejoint, c'est bien, voilà, Laurent est là, bonjour Laurent. Donc vous allez toutes et tous vous plonger dans vos activités, moi pareil, bien sûr, hein. Donc l'idée c'est de commencer la journée et de pouvoir ensuite prendre avec nous cette pratique et puis nous inspirer peut-être à avoir un autre regard. Et je peux là déjà évoquer un terme tibétain qui est intéressant, qu'on appelle l'âme-kyer, et qui dit bien cela, parce que l'âme, ça veut dire le chemin, et kyer, ça veut dire prendre. Donc l'âme-kyer, ça désigne tout le travail d'intégration. On peut traduire ce terme par intégration. Et en fait, c'est un point clé, l'intégration, dans notre vie. Alors évidemment, l'intégration, elle ne peut pas se faire très facilement tout le temps parce que on pourrait dire là maintenant, dans un espace protégé. Ce que l'on développe à l'égard de soi-même comme attitude, on ne le reporte pas aisément. Mais en même temps, l'intérêt d'un atelier, parce que en définitive, c'est un peu comme si on était dans un atelier, en clair, l'atelier d'un artisan, d'une artisane, voilà, où on travaille notre matière. Eh bien, c'est qu'on apprend des gestes, on apprend des attitudes, et ensuite, on peut plus facilement les reporter. Donc, on va avoir besoin de cet atelier, de ce laboratoire pour observer des choses. Alors, hier soir, j'animais une séance pour un groupe à Vevey, dans une école de yoga. Et puis, j'ai eu envie de reprendre un petit peu la thématique parce qu'elle me semble extrêmement importante à notre époque. D'autant plus que, voilà, là, on est au début de l'année. C'est le premier mercredi matin de cette année 2021. Et puis, on voit bien qu'elle se profile. Alors, pas forcément comme l'année passée, parce que chaque instant est différent, c'est certain, mais on sait bien qu'il y a des tas de choses qui vont continuer à nous déplaire, telles que peut-être le fait de se retrouver par Zoom, bien que ça nous donne l'occasion de nous rencontrer, même si on est loin, et donc ça, on le gardera toujours, mais c'est sûr qu'il y a aussi une dimension frustrante d'être encore confronté à ben voilà, ce virus, cette maladie, les restrictions, etc. Tout ça, on sait. Maintenant, on sait aussi qu'on voilà, on va pas avoir de solution miracle. Les choses vont pas changer comme ça. Donc, je parlais avant d'intégration. Voilà un bon sujet d'intégration. Alors, souvent, on va justement présenter l'intégration comme un aller-retour, ou plutôt un aller simple, mais retour. Mais disons, c'est un aller à partir de la méditation jusqu'au monde, d'une certaine façon. Donc, on porte avec soi l'expérience méditative ou le regard spirituel, et puis, avec ça, on va vivre. Très bien. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi faire dans l'autre sens, c'est-à-dire prendre le chaos du monde et l'intégrer. Alors, donc, c'est une thématique, hein, l'intégration du chaos. Et à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment intégrer le chaos? En quoi le chaos peut nous inspirer? Pourquoi intégrer le chaos? Parce que finalement, le Bouddha, quand il arrive à Sarnath, le parc des gazelles, après avoir atteint l'éveil, la première chose qu'il fait, il donne un enseignement sur la noble vérité de dukkha. Alors dukkha, comme vous le savez, c'est traduit par la souffrance, par la frustration. Il y a une infinité, il y a une cinquantaine, je crois, de synonymes répertoriés. Mais bon, en général, dukkha, on traduit ça par souffrance. Mais en fait, la souffrance telle qu'il le définit, c'est assez simple. Après, on peut décliner à l'infini. Mais il prononce deux phrases lors de son enseignement à Sarnath. Et il nous dit, la souffrance, c'est rencontrer ce que l'on ne veut pas et ne pas rencontrer ce que l'on souhaite. Et
en retraite, vu que une retraite de quasi 4 ans, c'est pas tous les jours simple, vous pouvez vous en douter. Donc, je suis revenu sur ces anciens textes, parce que c'est vraiment les plus vieux textes qu'on ait de l'enseignement du Bouddha. Et je dois dire que quand je suis tombé sur cette définition, mais retombé, parce qu'on retombe toujours sur les choses, hein, on y tombe une fois, mais on y tombe 1000 fois. Et quand je suis retombé sur cette phrase, ça m'a quand même sérieusement interrogé. C'est-à-dire que cette définition, je la trouve tout à fait pertinente. Alors, on peut la reprendre parce que c'est bien de l'intégrer. Donc, la souffrance, c'est ne pas rencontrer ce que l'on souhaite et rencontrer ce que l'on ne souhaite pas. Voilà, c'est une définition extrêmement large parce qu'on est confronté de manière constante à cela. C'est une parfaite définition, donc, de ce qu'il appelle dukkha, ou de ce qui est appelé dukkha. Et donc, la première vérité, la noble vérité de la souffrance, c'est la noble vérité du fait de ne pas rencontrer ce que l'on souhaite et de rencontrer ce que l'on ne souhaite pas. Ce qui donne un tout autre sens à la souffrance et donc à dukkha. Parce que la souffrance, on se demande toujours, parce que finalement on va bien aussi, on n'est pas du tout en train de souffrir tout le temps, donc on peut ne pas se sentir concerné. Par contre, on est beaucoup plus concerné par le fait de ne pas rencontrer ce que l'on souhaite et de rencontrer ce que l'on ne souhaite pas, vu que c'est tous les jours à peu près. Alors dans des petites choses, pas forcément dans des grandes, mais dans des petites choses. Mais aujourd'hui, il aurait aussi pu, si aujourd'hui le Bouddha il arrive à Sarnath et il l'enseigne, il pourrait peut-être parler de la première noble vérité du chaos. Pourquoi le chaos? Parce que, en fait, le chaos, c'est exactement ce qu'on vit ces temps. Mais le chaos, c'est pas le capharnaüm. Le chaos, c'est simplement que les choses ne sont pas ordonnées telles qu'on le souhaite. Et forcément, ça ramène à cette première noble vérité. C'est-à-dire que les choses ne soient pas ordonnées telles qu'on le souhaite, qu'elles soient donc chaotiques. C'est le quotidien, le nôtre, voilà, vu qu'on ne sait pas du tout si aujourd'hui il y aura de nouvelles restrictions, on ne sait pas ce qu'il en sera dans une semaine, on n'a aucune idée, on n'a aucune idée du nombre de variants du Covid qui vont nous tomber sur la tête. Donc voilà, on est dans une imprévisibilité absolue. C'est-à-dire on est face au cœur de la problématique de l'existence, de toutes les existences humaines, c'est-à-dire que on risque fort de rencontrer ce qu'on ne souhaite pas et de ne pas rencontrer ce qu'on souhaite. On est à peu près sûr de ça, dans les conditions dans lesquelles on vit. Donc, le Dharma puisse-t-il illuminer nos vies? Vraiment. Et ce n'est pas une formule. C'est une formule que j'aime bien utiliser à la fin d'un message, mais je crois que vraiment, il faut se faire une raison profonde de ça. C'est-à-dire que le Dharma puisse-t-il illuminer nos vies, c'est-à-dire puisse-t-il me permettre d'intégrer cette situation chaotique. Donc la première noble vérité du Bouddha devient tout à coup la noble vérité du chaos. Alors comment intégrer le chaos dans nos vies? Alors là, il faut que je boive une tasse de thé, une gorgée. Vous pouvez en faire de même, hein. Bien sûr. D'autant plus parce que vous ne parlez pas. Donc c'est bien, vous pouvez boire. Ok, alors pour intégrer le chaos, immense sujet, donc je ne vais que l'effleurer. Eh bien, c'est utiliser la méditation pour connecter en nous le chaos. Alors dit comme ça peut paraître presque trop simple ou voire un peu ronflant, j'en sais rien. C'est peut-être pas assez précis. Alors intégrer le chaos, ça signifie que lorsque l'on médite, on va se retrouver face à une évidence surprenante, c'est qu'il n'est strictement pas possible de pouvoir savoir à l'avance quelle est la pensée qui va surgir dans l'instant d'après. C'est totalement impossible. C'est-à-dire que dans l'expérience méditative, on va se retrouver dans un rapport d'imprévisibilité totale. Totale. C'est-à-dire que les 10 minutes de méditation qu'on va faire ensemble, on ne sait absolument pas comment ils vont se dérouler. Ils peuvent être agréables, désagréables, ils peuvent paraître longs, paraître courts, paraître confus.
Ils peuvent nous donner l'impression que nous sommes particulièrement perturbés ou distraits, ou alors peut-être très concentrés, voire peut-être excédés, énervés. Bref, il y a une variété infinie d'états dans lesquels on peut se trouver. Alors, en général, tous ces états, on va les identifier comme quelque chose qui sont, en gros, parasites. C'est-à-dire, on va mettre une étiquette sur tous ces états en disant ouais, parasite parce que c'est pas tout à fait souhaitable, en fait. Sans même pouvoir bien dire ce que l'on souhaite, quel est l'objet que l'on définit quand on pense à la méditation, il y a malgré tout quelque chose. C'est-à-dire, il y a un élément en nous suffisant pour qu'il y ait un j'aime, j'aime pas. C'est-à-dire pour qu'il y ait une réaction qui justement s'organise comme le Bouddha définit la première noble vérité du chaos. Donc il y a une possibilité toujours d'une interaction avec les phénomènes ou avec l'état mental qu'est le nôtre pour faire que ce ne soit pas exactement ce que l'on attende ou pour faire que ce que l'on attend ne survienne pas. Donc il y a une intégration de cette vérité dans la pratique méditative en développant une attitude qui est une attitude différente à l'égard justement de cette situation chaotique. Chaotique, ça veut dire non organisé. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais une des définitions, c'est la non-organisation. La non-organisation ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'organisation. C'est simplement une organisation des choses qui nous échappe. Donc, nous, on va dire que ce n'est pas organisé. Mais en fait, ça nous échappe. Donc, ça veut dire que la cohérence et la logique à l'intérieur du mouvement des choses dépassent notre entendement. D'où le fait de pouvoir dire que les choses sont chaotiques. Mais en fait, au sens propre, on n'en sait rien. C'est peut-être pas du tout chaotique. Tout cela a peut-être fondamentalement un sens. Tout comme les situations extérieures qu'on vit maintenant. Elles sont vécues par nous comme chaotiques, mais elles peuvent avoir un sens. C'est-à-dire elles peuvent avoir une logique qui nous dépasse. C'est pas non plus pour évoquer, parce que une force extérieure qui, elle, aurait un dessein intelligent, là, on serait plus tout à coup dans une perspective bouddhiste. Mais pour rester dans une perspective bouddhiste, on dira simplement que le jeu des causes et conditions est tellement subtil que, alors d'abord, toute chose se produit par le jeu des causes et conditions, mais que ce jeu des causes et conditions nous échappe. C'est-à-dire, il peut y avoir une situation perçue comme chaotique qui ne l'est pas, elle peut avoir sa logique interne, mais on ne perçoit pas cette logique. Mais on détermine quand même cette situation comme chaotique. Donc c'est ce que l'on fait avec son esprit. C'est-à-dire avec notre esprit, on ne comprend pas du tout pourquoi les choses surgissent de telle manière ou de telle autre. Alors l'intérêt de la pratique méditative, c'est pas de développer une capacité d'analyse qui va nous permettre de pouvoir dire « Ah, je comprends mieux pourquoi les choses surgissent dans tel ordre ou de telle manière, etc. » Ça peut surgir, il peut y avoir tout à coup un éclair d'intelligence ou de sagesse qui nous permettent de comprendre un peu plus finement le pourquoi et le comment des choses. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas le but recherché. Par contre, la pratique méditative va offrir un espace au chaos. Elle va offrir un espace à ce qui se produit dans l'esprit. Et là, c'est le point clé. Là, il y a un point clé très, très important. Pourquoi? Parce que cet espace, c'est un espace qui va naître à partir du moment où il y a une forme de bienveillance qui va pouvoir commencer à se développer en nous à l'égard de cette situation que l'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire la situation de l'esprit. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Donc, l'idée n'est pas de découvrir ou de développer une capacité analytique qui nous permettrait de savoir et de comprendre quelle est la logique interne de ce qui nous dépasse, donc rendre le chaos lisible, on pourrait dire. L'idée n'est pas de rendre le chaos lisible, l'idée est d'avoir une fondamentale bienveillance à l'égard du chaos, à l'égard de ce qu'on ne comprend pas. Donc en fait, il y a presque une retenue, on pourrait dire, mais un peu naturelle qu'on a à l'égard de ce qu'on ne comprend pas. Par contre, il y a cette disposition, c'est-à-dire cette disposition mentale
Et d'ailleurs, en français, on dit être bien disposé. Si je suis bien disposé, je suis par exemple bien disposé à t'entendre. Je suis disposé à t'entendre. C'est une formule qu'on peut utiliser. Dans le sens, ça veut dire que je suis disposé, je suis posé d'une certaine manière intérieurement et suffisamment bien disposé pour être réceptif. Donc, je suis disposé. Donc, la disposition qui est la nôtre à l'égard du chaos, elle est fondamentale parce que c'est pour ça que j'évoque la bienveillance. Donc, bienveillance à l'égard des mouvements. Alors, évidemment, ça semble presque rien du tout, parce que c'est difficile à la repérer, cette bienveillance. Mais en fait, au moment où on médite, la bienveillance, c'est chaque fois, ou plutôt l'absence de bienveillance, c'est chaque fois qu'il y aura quelque chose qui rappelle le fait qu'il est difficile, tout simplement, ou voire même douloureux, de ne pas rencontrer ce que l'on souhaite rencontrer et de rencontrer ce que l'on ne souhaite pas rencontrer. On pourrait dire que la douleur qu'on peut repérer, la difficulté qu'on peut repérer, elle est bien sûr signe de sa présence, mais elle est aussi signe de l'absence de bienveillance. Donc la bienveillance, ça veut dire que chaque fois qu'il y a cette douleur, même fine, alors elle peut être grande si les situations auxquelles on est confronté sont difficiles, mais qu'elle soit grande ou petite, la bienveillance, c'est chaque fois la possibilité, là maintenant dans l'espace méditatif, de pouvoir accueillir cela. Donc la bienveillance, elle va jouer à un niveau extrêmement fin. Et la bienveillance, elle va être quelque chose de très proche de ce qu'on appelle Tenshie en tibétain, qui est l'attention. On pourrait parler d'attention bienveillante. C'est-à-dire que si je développe une qualité d'attention, en général, on parle juste de l'attention pour dire la présence ou pour dire le fait d'être attentif. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire je suis d'une part attentif au mouvement de l'esprit, mais je peux être bienveillant et attentif. Bienveillant, ça veut dire que je ne vais pas juger. Ça veut dire que je vais laisser le mouvement de l'esprit se développer et se déployer tel qu'il se déploie. Donc, j'ai une grande disponibilité. Je suis parfaitement disposé à mon propre égard. Donc, l'espace méditatif, au départ, c'est ça. Donc, voilà ce que je vous propose. Je vous propose d'explorer, par coup de 10 minutes, cette attitude. Donc, une attitude où, volontairement, on ne va pas faire grand-chose, en fait. On ne va même pas essayer de développer du calme mental. Il peut surgir ou il peut ne pas surgir. L'idée, c'est d'avoir une totale disponibilité à l'égard du chaos, en fait. C'est-à-dire à l'égard de l'incompréhensible ou à l'égard de ce qui surgit. En fait, à l'égard de ce qui surgit. De toute façon, ce qui surgit est forcément un peu chaotique. L'état du ciel, on ne l'a pas prévu. D'une certaine façon, le mouvement des nuages est chaotique. Dans le sens, on ne connaît pas leur logique, mais quelque chose se produit. Donc, c'est une totale disponibilité. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer cette qualité méditative de totale disponibilité. Mais par contre, avec une grande présence, c'est-à-dire que là, évidemment, le calme peut se développer, la qualité d'attention peut se développer, mais totale disponibilité. Donc, non-intervention, l'idée, c'est de ne pas intervenir du tout, mais de repérer les volontés d'intervention. De repérer tout simplement en étant présent, en étant attentif, comme on le serait à l'égard d'un animal sauvage qu'on veut observer. On est parfaitement présent. Donc on observe comment il fonctionne. Donc l'idée, c'est ça. Puis le calme mental, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Il va se développer de lui-même si on développe cette attitude, très naturellement. Ça vous convient? On va y aller comme ça? D'accord. OK. Alors, on va commencer par une prise de refuge. Donc, vous avez peut-être un texte d'une prise de refuge devant vous. Si c'est le cas, vous pouvez le suivre. Je vais le réciter en tibétain. Peut-être ce matin, je vais le chanter, comme ça va nous faire c'est pas que je chante très très bien, mais ça va nous faire quelque chose, une petite musique dans les oreilles.
Vous pouvez suivre en français, mais voilà, donc là, je ne vais pas beaucoup parler du sens du refuge parce qu'on en a déjà pas mal parlé, puis après, on va s'adonner à la méditation plutôt. Donc voilà. Je commence par le refuge, ensuite j'enchaîne avec les 4 pensées illimitées, qui est le souhait de l'amour illimité. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres ensuite être libres de la souffrance et les causes de la souffrance. Troisièmement, puissent tous les êtres ne jamais quitter la sainte félicité ou la parfaite félicité dépourvue de toute souffrance. Et puis la quatrième, puissent tous les êtres demeurer dans la parfaite équanimité, libres de toute attitude partiale, c'est-à-dire d'excessif attachement ou d'excessif aversion. Ce qui est encore une fois la définition même que le Bouddha donne de la souffrance en parlant du fait de souhaiter obtenir ou de rencontrer ce que l'on ne souhaite pas et de ne pas rencontrer ce que l'on souhaite. Donc voilà. Alors tout d'abord cette récitation. O sangye chötang tsoge chonam la chang chum pratu dane chapsu chi dage chin tsoge pe sunam ke rola penchre sangye rumpai sho Sangye chötang tsoge chonam lai chang chom pratu dane chap tsui chi dage chen tsoge pe sunam ke rola penchre sangye rum parai sho Sangye chötang tsoge chonam lai Chom pratu dane cham tsui chi dage jin tsoge pe sunam ke trola penchre sangye rum parai sho. Et maintenant les 4 illimités. Simchen tam che de wa tang de we ju tang den parai jurai ji. Donc ça c'est la première, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Simchen tam che de wa tang de we ju tang den parai jurai ke tung ke ju tang chal warai jurai ji. Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance? Puisse-t-il demeurer dans la sainte félicité dépourvue de toute souffrance? Et puisse-t-il tous demeurer dans la parfaite équanimité, libre de toute attitude partiale. Voilà, en commençant de cette manière-là, on pose les intentions fondamentales et maintenant on va donc pouvoir explorer pendant une dizaine de minutes, on va pouvoir explorer donc cette pratique méditative avec l'idée d'une totale disponibilité et d'une totale présence. Et petit à petit, on va pouvoir ainsi intégrer le chaos. Ça va nous faire un bien complètement fou, j'en suis persuadé, au fur et à mesure de faire cet exercice, parce que ça, là, pour le coup, vraiment, ça va nous mettre en rapport à la réalité du monde et on va petit à petit se rendre compte que l'on peut intégrer toutes les attitudes qu'on génère au fil du temps et au fil des jours et on va pouvoir, là, dans cet espace méditatif, les intégrer plus facilement. Et ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc une dizaine de minutes. Je dis une dizaine de minutes parce que ça sera peut-être un petit peu plus. Ou, voilà. Donc le dos bien droit, simplement. Vous pouvez garder les yeux mi-clos,
Mais l'idée surtout, c'est d'avoir le dos bien droit, que vous soyez assis ou assise sur une chaise ou à même le sol. On peut s'aider de l'observation du va-et-vient de la respiration, mais surtout, c'est la disponibilité à l'égard des mouvements des pensées.
Voilà, vous sortez de la posture, on se détend un peu, c'est bien. Il y a une dimension, ou comment dire, une condition. C'est plutôt, oui, une condition très importante à cette capacité d'intégration, c'est la confiance en fait. Et c'est la confiance qu'on peut avoir à l'égard de l'esprit et donc du jeu qui s'y déroule. Alors, étrangement, du point de vue bouddhiste, on pourrait dire que la confiance découle de la compréhension du non-soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut paraître un peu compliqué, mais vous verrez, c'est en fait assez logique. Si on sait que les phénomènes mentaux qui s'élèvent en nous ne sont que des phénomènes mentaux, c'est-à-dire qu'ils ont la nature de quelque chose de naturellement souple, de naturellement fluide, de naturellement insaisissable, alors on peut avoir confiance dans le fait qu'ils surgissent mais qu'ils disparaissent. Donc, c'est une confiance qu'on a dans la réalité du non-soi. C'est-à-dire que les choses sont par nature impermanentes, par nature insaisissables, et donc d'une certaine manière, par nature, elles nous échappent. Mais quand on l'admet, c'est plus du tout dramatique. En fait, le drame surgit de la non-acceptation du réel. En tout cas, du point de vue bouddhiste, c'est comme ça que les choses sont présentées. Et je pense qu'en y réfléchissant, c'est extrêmement intéressant. Le drame n'est pas le réel, ce qui est une sacrée affirmation, mais le drame, c'est la non-acceptation du réel. C'est-à-dire qu'en fait, pour le comprendre d'une manière simple, si une chose change, passe et disparaît, c'est exactement la nature des choses. Parce qu'effectivement, les choses se manifestent, s'établissent et disparaissent. Il y a honnêtement, strictement rien d'autre à attendre des situations comme des phénomènes, de la même manière des pensées. Rien d'autre, vraiment. Et il ne se passera jamais
il est tout à fait impossible que tout à coup une pensée s'établisse dans l'esprit et qu'elle y demeure longtemps. Pour qu'elle y demeure longtemps, ça c'est l'impression qu'on en a. On a l'impression qu'une pensée peut demeurer longtemps dans l'esprit, mais ça veut dire qu'on y pense sans cesse. Donc, chaque fois, on réactive, on pense sans cesse à quelque chose. Donc la situation perdure. Mais en fait, la pensée elle-même se doit d'être reproduite pour donner une impression de durée. Mais d'instant en instant, la pensée est pensée et la pensée s'efface automatiquement. Alors on va réactiver une autre pensée et la suite, le continuum de ces pensées nous donne une impression de durée et donc de solidité, mais la nature pourtant de cela, si on l'observe attentivement, est tout le contraire d'une solidité ou d'une durabilité. Pas du tout. C'est quelque chose de naturellement éphémère. Donc, d'où l'idée de la confiance. Pourquoi l'idée de la confiance? Parce que, en fait, si on accepte cela, c'est pas du tout paniquant. Peut-être qu'au début, ça peut être un peu inquiétant de se dire que finalement les choses nous échappent. Mais quand on accepte que c'est la nature des phénomènes, c'est beaucoup plus facile d'accepter que les choses nous échappent. Donc du coup, il y a de la confiance. C'est un peu comme si le fait qu'il pleuve aujourd'hui alors qu'on avait prévu qu'il fasse beau cesse d'être dramatique. Donc il pleut. Donc il se développe en soi la possibilité de pouvoir simplement se dire « Ah tiens, il pleut ». Donc il y a un éventuel état de surprise à l'égard des choses. On constate qu'une fois de plus, les choses ne se produisent pas tout à fait comme on l'avait pensé. Mais il y a de la confiance, il y a une certaine confiance, c'est-à-dire que, voilà, en tout cas pas, on ne génère pas, on ne cultive pas un état de panique à l'égard de tout ça. Et puis fondamentalement ensuite, plus on va se rapprocher de la nature même des phénomènes, plus on va pouvoir avoir confiance. Pourquoi? Parce que rien ne va vraiment exister tel qu'on le pense. Il est très difficile au départ de pouvoir se rendre compte de l'emprise ou de la force qu'il y a en nous dans la manière même dont on pense les choses. On a presque des fois l'impression que ça ne joue qu'un rôle tout à fait secondaire. Pourtant, notre réalité réside uniquement dans la manière dont on pense les choses. Il ne veut pas y avoir de réalité réellement extérieurement ou extérieure à cela. Ce sera très difficile. De toute façon, voilà, pour qu'il y ait une réalité, il faut la penser. Si on ne pensait pas la réalité, il n'y en aurait pas. Donc, voilà. Donc tout ce travail-là que l'on tente de faire, qui est un travail de disposition, donc être fondamentalement bien disposé à l'égard du chaos, c'est-à-dire, encore une fois, le chaos dans le sens de ce qu'on ne comprend pas logiquement avec nos propres paramètres, mais qui se déroule quand même. Donc c'est juste travailler sur cette ou cultiver cette attitude de fondamentale ouverture à ce qui se produit va nous ouvrir à plein de possibilités, dont la possibilité du constat que les choses sont impermanentes. Et donc, une décroissance progressive de l'état dramatique de notre mode de perception. Ça va nous être extrêmement utile dans les temps à venir. Hein. C'est très fort. Et de plus en plus. Donc, repérer nos attitudes est fondamental, à l'intérieur de la pratique méditative, mais dans le monde, dans nos activités, tout le temps. C'est troublant en même temps, hein, on peut carrément l'admettre, parce que toute notre identité repose dans notre attitude. Donc, on se reconnaît sans cesse, d'instant en instant. À chaque attitude, on se reconnaît. C'est très rare d'avoir une attitude, bon, ça nous arrive parfois, d'avoir une attitude, puis on se surprend un peu. Mais on se surprend rarement. C'est-à-dire qu'on est toujours absolument persuadé que c'est bien nous qui pensons cela. On n'est pas en train tout à coup de se dire, tiens, c'est bizarre, tiens, qui est cet être étrange en moi qui se met à penser les choses comme ça? Ça nous arrive très rarement, ce genre de choses. On est absolument persuadé que, non, c'est bien nous qui pensons. Donc, voilà, donc ça peut être troublant de réinvestiguer et de réexaminer tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une espèce de trouble en se disant « oui, mais
Là, c'est pas moi, ça. C'est un peu comme si je perdais mes repères. Donc, il faut y aller en même temps. Hein. Bon, c'est très décapant, hein, la pratique spirituelle. Hein. Il faut pas s'attendre souvent. Shogam Trungpa et, et ses disciples, comme par exemple Pema Chodron, elle le dit. Hein, c'est vraiment la pratique spirituelle, c'est sans arrêt, en fait, être comme dans une situation où quelqu'un nous tire le tapis sous les pieds tout le temps. Elle parle d'instabilité du sol, donc il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire que c'est paradoxalement instable et le confort va venir de l'acceptation de l'instabilité. C'est un drôle de truc, il n'y a pas de doute. Ça ressemble à rien, c'est totalement un ovni. On ne fonctionne pas comme ça d'habitude, parce qu'on va vouloir beaucoup de stabilité et de sécurité, et c'est complètement compréhensible. On veut tout le contraire de l'insécurité et de l'imprévision. C'est sûr. Mais l'idée, c'est qu'on va se soigner en faisant un pas exactement vers là, c'est-à-dire en direction de l'inquiétude et en direction de l'imprévision. On pourrait dire, on parle d'insécurité fondamentale. Shogam Trungpa, il en parle comme de la vulnérabilité. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas du tout que nous soyons vulnérables, mais il y a une vulnérabilité en nous. Il y a quelque chose. Mais quand on touche cette inquiétude qui peut s'élever parfois au moment où on se met à rentrer plus finement en contact avec nous-mêmes, là aussi, il y a beaucoup d'amour et de bienveillance. On peut commencer aussi à aimer cet être inquiet qu'on voit être en train de perdre un peu ses repères. Tout va de pair. Bienveillance, confiance et parfaite disposition. Voilà. Donc vous prenez un risque énorme à méditer. Vous avez beaucoup de courage. C'est très bien. Et le Dharma est fait pour ça, vraiment. Mais franchement, il était gonflé, le Bouddha, quand on y pense un peu. Vous vous rendez compte, il réalise l'éveil, il arrive à Sarnath, il voit ses disciples pour la première fois, et puis il leur dit, ah, écoutez, voilà, j'ai une bonne nouvelle, je vais vous donner mon enseignement. La première vérité, c'est la vérité du chaos. C'est quand même dingue, quand on y pense. Il aurait pu leur dire un truc sympa. Non. Alors, il ne l'a pas dit méchamment, évidemment, on peut en être certain. Donc, mais il leur dit quelque chose de peut-être quand même un peu spécial. Donc, le Dharma, c'est un peu spécial. Donc, on part là du côté chaotique pour arriver à quelque chose de complètement bienveillant et de totalement pacifié. C'est sûr. Voilà. Alors, donc, je sens que vous êtes plein d'ardeur pour continuer l'expérience. Donc, on va continuer l'expérience. On va méditer encore. Ça vous convient? Vous intervenez ainsi vraiment, c'est insupportable. Ou s'il y a des questions qui se posent en urgence, donc vous pouvez toujours écrire un petit mot ou vous pouvez allumer votre micro s'il le faut. Voilà. Et puis sinon, voilà, on médite encore. Avec justement cette confiance en plus. La confiance parce que tout va passer, hein. Donc pas de souci. Donc l'état dans lequel on est, ça va bouger naturellement.
Voilà, on se détend de nouveau. Alors, Mélanie, bonne journée. Il y a Mélanie qui nous dit qu'elle part au travail. Alors, bon travail, bonne journée. Voilà. Une chose importante par rapport à l'idée même. Attendez voir, je vais juste boire une petite goutte. Oui, une chose importante par rapport à l'idée même d'intégration du chaos. Donc, intégrer le chaos, j'espère que c'est bien compris. L'idée, c'est de faire un espace à cela. L'idée, c'est pas du tout d'être pris par cela. Là, il y a une grosse différence, évidemment. On le voit très bien à l'intérieur de l'esprit dans l'expérience qu'on fait. C'est-à-dire que, voilà, on médite, il y a un flot de phénomènes mentaux. C'est ça, la dimension chaotique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit se retrouver bouleversé. C'est pas forcément ça. C'est simplement le fait qu'il y a un mouvement dont l'ordonnance nous échappe, mais il y a un mouvement. Mais l'idée d'intégration, c'est développer un espace, on pourrait dire, autour de ce mouvement, comme une capacité à accueillir ce mouvement de la manière la plus large, de la manière la moins jugeante possible. Ça, c'est extrêmement important. Mais intégrer ne signifie absolument pas et en aucun cas se faire prendre par ce mouvement et se laisser emporter par celui-là. Donc, intégrer, c'est le meilleur terme qui me semble là venir dans mon esprit, mais je ne suis pas sûr, parce qu'intégrer, il y a aussi l'idée de, parfois de mettre en soi, c'est-à-dire d'intégrer. Alors, oui, peut-être, parce qu'il est en nous-mêmes, ce chaos. Alors, comment puis-je bien vivre avec cela? C'est surtout ça dont il est question. Mais ce n'est pas du tout l'idée de devenir chaotique. Donc, le mouvement des phénomènes mentaux, on l'observe. C'est par l'observation qu'il se calme. C'est pas en développant une action sur eux. Donc, l'attitude méditative suppose l'observation, qui est cet espace. L'observation est l'espace. Quand on parle de ménager un espace, c'est cela, en fait. C'est-à-dire que j'observe et donc je fais que l'espace se crée autour des phénomènes mentaux, très naturellement. Mais je ne suis pas pris par ces phénomènes mentaux.
Donc, je vois le chaos sans être pris par lui. L'idée n'est pas non plus de développer une distance non émotionnelle. Hein. Parfois, on va justement un peu caricaturer le bouddhisme et les bouddhistes du genre « Ah, il est tout le temps calme, il est zen ». Ma manière de dire, d'ailleurs, c'est devenu une expression. Hein, il est zen, être zen, ça veut dire « je suis imperturbable ». Non, 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 soyons perturbés. Mais comment accueille-t-on la perturbation? Tout ça, tout est dans cette attitude-là. Donc, il n'y a pas une volonté d'être imperturbable, ni de ne pas être touché. On peut être touché, on est touché. De toute façon, on est touché. On est touché par ce qui se passe à l'extérieur. Et de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur, quand on est touché, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas être touché à l'extérieur si ce n'est pas intérieurement qu'on est touché. Vu que de toute façon, c'est intérieurement qu'on vit les choses. Même si ça concerne une situation à l'extérieur. On est toujours touché. Mais comment accueille-t-on le fait d'être touché? C'est justement ça. Donc l'observation ne veut pas dire que j'observe de loin et que je ne ressens rien. Non, j'observe que je ressens. Mais j'observe ce que je ressens avec cette capacité d'espace et de bienveillance. Donc c'est un peu plus subtil que d'être simplement zen. Donc finalement imperturbable alors que tout bouge autour de soi. Non. Je deviens imperturbable quand j'accepte d'une certaine manière que les choses sont en mouvement. Donc, non, non, nous sommes touchés, on va continuer à être largement touchés, voire même peut-être parfois bouleversés par ce qui se passe autour de nous. Donc, justement, on a tout intérêt à observer cela et à développer une attitude qui est une attitude saine, qui est une attitude bienveillante à l'égard, justement, du fait d'être touché. Mais toucher ne veut pas dire être pris. Non, ça signifie tout simplement, ça peut en tout cas, signifier qu'on a suffisamment l'espace pour que cela se produise. Mais du coup, c'est ça qui va être intéressant, c'est que pour l'instant, on croit que ça se produit à l'extérieur. On n'est pas tout à fait si clair quant au fait que ça se produit d'abord à l'intérieur. Donc tous les troubles qu'on ressent, tout cela se passe toujours dans notre conscience. C'est le seul lieu où les choses se passent. Il n'y a pas de lieu à l'extérieur où les choses se passent. Bien sûr, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais elles sont ressenties à l'intérieur de nous, tout le temps. Donc voilà, donc nous, avec la pratique méditative, on s'occupe de ce lieu-là. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du lieu à l'extérieur, mais on s'occupe de la manière dont on perçoit, en fait. Donc c'est un apprentissage à l'égard de nous-mêmes. C'est ça l'idée de l'intégration. L'idée, c'est de mieux apprendre, de mieux comprendre peut-être aussi qui nous sommes, comment nous fonctionnons, comment nous ressentons. Comment intérieurement on organise notre rapport avec ce qui est chaotique. Et le type de relation avec ce qui est chaotique, c'est cela même qui peut devenir chaotique. Si vous rencontrez une personne profondément troublée par tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, cette personne est troublée. L'extérieur, je ne sais même pas si c'est troublé ou pas. Par contre, cette personne est dans un état de trouble profond. Donc, ça se passe forcément toujours en nous. Donc, cet espace méditatif nous permet d'accueillir ça. Voilà, juste, c'était une précision que j'avais envie de vous donner parce que pour bien comprendre ce qu'on peut entendre par intégrer, ce qui ne signifie pas se faire prendre. Voilà, est-ce que vous avez encore le courage de 10 petites minutes de méditation? Oui, c'est parfait. Ok, alors. Comme ça nous amènera à peu près vers 35 et on pourra ensuite faire une dédicace et puis ainsi conclure la pratique.
Donc pareil, le dos le plus droit possible. Et puis cette attitude où tout simplement on est là, présent, reconnaissant ce qui se produit.
Voilà, alors peut-être encore une petite précision pour dire que cette réception totale qu'on peut développer à l'intérieur de cet espace que l'on crée en étant simplement présent avec les phénomènes mentaux, euh, cet espace, euh, on pourrait dire, c'est un espace non discursif. Ça signifie qu'on a bien sûr une grande capacité aussi à penser, c'est-à-dire à développer un discours sur la base de ce que l'on constate. Donc là, c'est plutôt un espace non discursif dans le sens où c'est pas du tout un espace sans pensée, vu qu'il y a des pensées qui se développent, mais c'est un espace, on pourrait dire, sans discours autour des pensées. Donc c'est aussi ça la bienveillance, c'est-à-dire il n'y a pas de discours, il n'y a qu'une disposition complète et totale à l'égard de ce qui se raconte. Donc voilà, donc en cultivant la méditation, on cultive aussi cette bienveillance fondamentale à l'égard de soi. On peut, on peut d'une certaine façon se passer d'un discours sur nous-mêmes, vu que le discours de toute façon se produit. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter un supplémentaire. Par contre, on peut observer ce discours, être bienveillant à l'égard de ce discours. C'est un pas, en fait, c'est un pas très important parce que c'est tout le contraire de ce que l'on produit en général. On produit des discours, tous. Voilà. Ben, c'est comme ça qu'on organise le chaos, hein, c'est grâce au discours. On rend les choses intelligibles grâce au discours. Là, l'idée, c'est pas du tout de les rendre non intelligibles, mais c'est un espace où l'intelligence se produit d'elle-même. C'est la sagesse, en fait. C'est-à-dire que cet espace va donner la possibilité à la sagesse de se développer. Et la sagesse, elle est forcément bienveillante et elle comprend la nature des choses. Donc, son intelligence ne vient pas du discours qu'elle produit. Son intelligence, elle est naturelle, l'intelligence de la sagesse. C'est ce qu'on appelle Sherab en tibétain. La connaissance suprême, ce qu'on traduit par sagesse. Voilà. J'espère que ça va bien pour vous tout ça, que vous allez passer une bonne semaine. J'espère qu'on va tous passer une bonne semaine, évidemment. En intégrant petit à petit les choses, les situations chaotiques. Voilà. On va terminer par une dédicace. Alors la dédicace, c'est toujours un moment en fait très heureux, joyeux, c'est-à-dire que ce que l'on développe en développant, en créant cet espace bienveillant à l'égard du mouvement des phénomènes mentaux, du mouvement des pensées, c'est ce qu'on appelle une vertu en termes bouddhistes. C'est une vertu très importante parce que c'est elle qui va nous mener petit à petit à l'éveil, en fait. C'est une transformation profonde de nos habitudes mentales, des conditionnements. Donc voilà, le moment de la dédicace, c'est le moment où on offre cette vertu à tous les êtres. Avec vraiment ce souhait, puisse cette vertu devenir pour tous les êtres sans aucune exception la cause même de leur libération. Donc c'est un souhait extrêmement profond. Et en même temps, c'est un moment où on peut se dessaisir de ce qu'on vient de faire. Se dessaisir, c'est aussi important parce que le but n'est pas non plus de devenir un méditant ou une méditante exceptionnelle. Peut-être que nous deviendrons des méditants et des méditantes exceptionnelles, c'est possible. Mais on peut se dessaisir du désir de le devenir. Donc c'est aussi un moment où on se dessaisit de quelque chose. C'est-à-dire cette vertu qu'on a développée, c'est bien sûr en nous-mêmes que nous l'avons développée. On l'offre. Donc on s'en dessaisit aussi. On la partage. Donc il y a quelque chose de très généreux dans la dédicace. Voilà, je vais la réciter en tibétain, mais l'idée, bien sûr, à ce moment-là, c'est... alors, soit vous avez le texte, vous pouvez le suivre, mais sinon, c'est de s'installer dans ce moment où j'offre à tous les êtres cette vertu, cette bienveillance que j'ai développée. Oh.
Sanam Diye Tam Che Zempane Tumne Nyete Tanam Pamje Kedana Je Bala Tupai Sibe Tsole Doa Duai Sho. Voilà, merci à vous toutes et tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Donc, je le rappelle, vous le savez, hein, mais il y a un rendez-vous le mercredi soir, et puis sinon le lundi soir, et puis le mercredi matin. Mais c'est bien, il y a des petits groupes qui se constituent, c'est pas forcément les mêmes. Et puis il y aura ce qu'on appelle une Dharma Tea Session. C'était un peu pour rire le titre, mais on l'a gardé. Donc c'est l'idée dimanche de se retrouver à 17h. Alors c'est plutôt là un échange informel autour des questions qu'on peut se poser. J'enverrai un mail dans la semaine. Et donc, je pense que vous êtes de toute façon tous sur le mailing, donc vous serez informés de cela. Et puis sinon, on se revoit mercredi prochain pour continuer ce travail d'intégration du chaos, des situations chaotiques. Voilà, on va finir par l'aimer, ce chaos. Vous allez voir, je suis sûr qu'on va découvrir des choses passionnantes. Voilà. Merci beaucoup. Une très belle journée. Et je vais appuyer sur le petit clic pour la fin de la réunion. Belle journée, au revoir. Au revoir.